Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle leçon du cours VT Skills intitulée Stratégie marketing, qui fait partie du domaine des compétences de résilience. Aujourd'hui, nous allons aborder différents sujets, tels que le marketing durable, les 3 P, le marketing mix, et surtout comment utiliser la durabilité comme élément de marketing, créer une image de marque et comprendre la qualité. Pourquoi elle est importante et pourquoi elle fait partie des stratégies de marketing. Nous parlerons également de la traçabilité dans le secteur vitivinicole, de la bioéconomie et de l'économie circulaire. Ces sujets font partie des stratégies de marketing et sont importants pour pouvoir organiser nos activités de production dans le but ultime de vendre un produit. Communiquer et transmettre l'idée et la qualité de notre produit est crucial, mais l'application de systèmes de production durable peut également faire partie d'une stratégie de marketing judicieuse. En effet, des systèmes tels que la bioéconomie et l'économie circulaire intéressent le consommateur final, en particulier le type de consommateur qui est attentif à la qualité et à la durabilité du produit qu'il consomme. Le concept de durabilité a été défini à maintes reprises au cours de cette formation. La durabilité fait donc partie d'un ensemble de processus de production et d'éléments d'image qui doivent être transmis à notre client. La durabilité doit faire partie de notre processus de production, car elle est nécessaire pour maintenir la qualité de nos produits dans le temps, mais aussi pour être en mesure de produire, année après année, un produit qui n'interagit pas négativement avec notre environnement et notre capacité de production. Par conséquent, dans le secteur de la production en général, mais surtout dans le secteur agricole, un changement de paradigme était nécessaire. Le système de production traditionnel, qui privilégie la production de quantités au détriment de la qualité et de la durabilité, s'est avéré défaillant. Ainsi, le système de production traditionnel ne permet pas de répartir correctement les gains entre le producteur, la population et l'environnement, avec une consommation excessive qui risque de peser sur l'environnement. Mais dans cette leçon particulière, nous devons parler de durabilité du point de vue de la production et de la commercialisation. Pour cela, nous devons encore évaluer l'environnement économique dans lequel nous travaillons. Au fil du temps, des théories économiques et des théories du marketing se sont développées et tournent précisément autour des concepts de durabilité, environnementale, économique et sociale. Ce sont les 3 types fondamentaux de durabilité. C'est pourquoi Elkington a créé en 1997 la théorie des 3 P, profit, planète et personne. Le profit désigne la stabilité économique nécessaire à la survie de l'entreprise dans le temps et qui peut également permettre son développement. C'est-à-dire un profit qui permet le retour des coûts de production, mais aussi la création de richesses annexes pour le développement de l'entreprise elle-même, le développement de ses travailleurs et de ses employés. Planète signifie la nécessité de révolutionner le système de production autour de processus optimisés qui minimisent l'impact sur notre environnement et notre planète. Cela nécessite une analyse du berceau à la tombe ou du berceau au berceau. Les personnes, c'est-à-dire les entreprises et les produits, devraient également avoir pour mission de créer une valeur ajoutée pour les personnes. Il s'agit d'une valeur ajoutée économique pour les travailleurs et les entrepreneurs de l'entreprise, tout comme elle peut être une valeur ajoutée pour les personnes vivant dans l'environnement de l'entreprise. L'exemple le plus typique est celui de l'agriculteur, non seulement en tant que producteur d'un bien primaire, mais aussi en tant que gardien d'un élément naturel. Un élément donc aussi de l'aspect et de la santé de la nature et du paysage. Ainsi, les 3 P nous permettent d'établir initialement quels sont les éléments que nous devons prendre en compte de manière générique au cours de la production. Travailler de manière à ne pas avoir d'impact sur l'environnement, créer un profit, et travailler de manière à ce que les gens obtiennent une valeur ajoutée de notre production. Par la suite, nous avons des théories sur les stratégies de marketing, et en particulier, au fil du temps, le concept de marketing mix s'est développé. Le marketing mix est représenté par 4 P, mais dans ce cas, il signifie produit, positionnement, prix et production. Au fil du temps, 3 autres P ont été ajoutés: les personnes, le processus et l'environnement physique. Ces éléments qui font partie du marketing mix sont ceux qui doivent être utilisés lors de l'élaboration des stratégies de marketing. Prenons notre vin, nous devons établir pour tous les éléments du marketing mix, par exemple pour le produit, nous devons évaluer la qualité liée à la marque, nous devons évaluer l'emballage, mais nous devons aussi établir un prix. Le prix est très complexe à établir parce que nous devons évaluer nos concurrents directs, le coût de production et combien nous voulons tirer de ce produit afin de générer de nouvelles richesses.
Nous devons également évaluer la promotion, comment faire en sorte que notre produit atteigne le consommateur final en tant que notion et en tant que connaissance. Mais aussi, quelle est la manière physique dont le produit atteindra le consommateur. Nous vous recommandons de lire le document complémentaire sur ce sujet. Par exemple, une stratégie de marketing qui peut être appliquée est la stratégie de l'entonnoir. Cette stratégie nous permet de nous concentrer sur un type de client spécifique. En d'autres termes, nous déterminons a priori le type de client que nous voulons atteindre, car nous savons que ce type de client est potentiellement celui qui est le plus susceptible ou le plus intéressé par l'achat de notre produit. Nous devons également évaluer notre produit en fonction de cette clientèle. Par exemple, si nous allons produire un vin classique, c'est-à-dire un vin complexe avec une structure et un long vieillissement, nous devrions rechercher un client expert qui sait reconnaître la qualité de ce vin et qui sait apprécier ses caractéristiques. Au contraire, les vins pétillants et frais sont beaucoup plus facilement consommés par une clientèle qui n'est pas nécessairement moins experte, mais qui préfère un type de consommation plus social. Très souvent, les vins mousseux sont utilisés à l'apéritif. Il s'ensuit qu'un client qui a tendance à consommer un vin plus social peut être touché d'une manière différente qu'un client qui préfère un vin de méditation. Lorsque nous essayons d'atteindre un client, des éléments visibles de notre produit se manifestent que le client peut observer de manière tangible. Mais sous ces aspects visibles se cachent tous les éléments invisibles, qui sont difficiles à partager, mais qui font que le produit est unique aux yeux du consommateur. Une fois que le type de client a été identifié, nous devons essayer de prendre ces éléments invisibles de notre produit, c'est-à-dire les plus caractéristiques, et de les communiquer de la manière la plus favorable possible. La matrice du marketing de contenu est un système qui peut être utilisé pour mieux définir les éléments du marketing. Cette matrice est divisée en 4 cadrans: divertir, inspirer, éduquer et convaincre. Une composante émotionnelle et une composante rationnelle sont des éléments visibles et inconscients de notre client qui sont très importants car la composante émotionnelle et la composante rationnelle peuvent nous permettre de fidéliser notre client. La composante émotionnelle, expérientielle et de divertissement nous permet de créer une expérience pour notre client qui fera du produit une expérience qui créera des souvenirs et des attentes. Nous créons ainsi une composante émotionnelle, un lien. La partie rationnelle, quant à elle, est celle qui nous permet de justifier au client pourquoi notre produit mérite d'être consommé. Il s'agit d'un élément éducatif et informatif. Nous décrivons au client les caractéristiques du produit, comment il est produit, avec quels outils et systèmes de vinification. Nous créons ainsi un double élément, une attente émotionnelle, mais aussi une connaissance de la part du client qui sera conscient de la qualité du produit et la connaîtra. Inspirez notre client avec nos histoires. Notre client achètera chez nous parce qu'il sait que derrière notre produit, il y a aussi une histoire et des gens. Enfin, convaincre par des données objectives telles que les caractéristiques du vin lors de la dégustation. Tous ces éléments présentent un intérêt pour l'élaboration de notre stratégie de marketing. Alors, où se situera la durabilité dans notre matrice? Le développement durable a l'avantage de se trouver presque partout dans notre matrice. C'est un élément émotionnel, inspirant et rationnel, mais c'est aussi un élément de conviction pour le client. L'utilisation de la durabilité comme stratégie est complexe. Il y a de nombreux éléments auxquels il faut prêter attention avant tout. Nous devons nous rappeler que même si la durabilité est un élément de marketing, nous ne pouvons pas la produire accessoirement au marketing. Avant tout, parce qu'il y a un risque de désinformation autour de la durabilité. De nouvelles terminologies, telles que l'éco-blanchiment et l'étau-blanchiment, sont apparues autour de cette question. L'éco-blanchiment, par exemple, consiste à présenter un produit comme étant plus durable qu'il ne l'est en réalité. Lorsque nous utilisons la durabilité de notre entreprise comme élément de marketing, nous devons faire attention à ce que nous indiquons, car nous devons être clairs, mais aussi justes, et affirmer quelque chose qui n'est pas vrai, juste pour attirer une base de clients, risque d'être contre-productif. Que pouvons-nous faire pour utiliser la durabilité de manière intelligente? Tout d'abord, nous devons être transparents sur notre production et son impact sur l'environnement. Un exemple serait de déclarer sur notre site web que nous plantons des arbres dans les environs de notre entreprise pour compenser les émissions de CO2, avec des informations scientifiques facilement accessibles aux consommateurs. Le deuxième élément est la traçabilité. Nous devons permettre à notre client d'avoir une idée claire de l'ensemble du processus de production, du raisin à la bouteille sur sa table. Un système de traçabilité est très complexe mais, s'il est bien fait,
il est aussi extrêmement bénéfique. L'accréditation, c'est-à-dire la certification par des organismes tiers qui peuvent affirmer que notre produit répond à certaines normes de durabilité ou de qualité. L'utilisation d'un langage simple et direct permettra à notre client de comprendre facilement les caractéristiques de notre produit. Voici un exemple de publicité. Nous avons deux cas. Celui de gauche est un exemple que nous ne pouvons pas nécessairement définir comme mauvais, mais que nous pouvons définir comme moins correct. Par exemple, nous pouvons voir que nous avons plus d'une phrase d'accroche qui devrait attirer l'attention de notre client. Cependant, elle ne donne pas d'informations. Il s'agit de phrases qui ont un impact émotionnel, mais qui ne disent absolument rien sur le produit, et qui risquent d'être qualifiées de désinformation ou de manque d'information. À la base de ce premier exemple, on trouve une demande très typique, à savoir suivre l'entreprise sur les médias sociaux. Les médias sociaux sont très importants d'un point de vue marketing et pour maintenir un contact continu et direct entre l'entreprise et le consommateur. En même temps, nous savons que les médias sociaux peuvent être dangereux en termes d'informations partagées ou de la manière dont ces informations sont partagées. Le deuxième exemple, à droite, est moins percutant mais donne au client une idée plus concrète. Par exemple, en plus de la phrase d'accroche, il y a une petite information. Cette information, qui doit évidemment être vraie, mais aussi vérifiable, donne au client ses aspects de rationalité et d'éducation de manière directe, lui permettant de faire une comparaison entre les produits. Le deuxième cas est le site Internet, qui va permettre de donner des informations de manière beaucoup plus concrète, donnant ainsi au client les outils pour pouvoir s'informer et pour pouvoir faire des choix. L'Union européenne a créé et établi différents types de certifications, comme nous pouvons le voir dans le tableau. En fonction du type d'acteur certificateur et certifié et de la base requise pour être certifié avec un type de certification donné, le processus de certification est complexe et long. Le processus de certification est complexe et long. Si vous relevez d'une certaine certification, vous êtes soumis à des contrôles plus stricts que ceux qui n'en relèvent pas. La certification permet donc d'avoir une valeur ajoutée aux yeux du consommateur, mais elle est plus contraignante du point de vue de la liberté de décision sur certains aspects de la production. En effet, on constate que le processus de certification est long et nécessite de multiples étapes. D'ailleurs, dans ce graphique, la composante temporelle n'est pas mise en évidence, mais il est évident que chaque étape nécessite beaucoup de temps. Par exemple, si l'on prend la certification biologique, c'est-à-dire la certification qui exige l'utilisation de produits d'origine non chimique, elle comporte de nombreuses étapes et le temps nécessaire pour être certifié biologique est d'au moins 3 ans. Il s'agit de la période de conversion, un intervalle de 3 ans pendant lequel la production avec des systèmes biologiques permet au système de s'ajuster et de se corriger. Il s'ensuit qu'une exploitation souhaitant passer à l'agriculture biologique ne peut le faire qu'après 3 ans. Si l'on choisit de se faire certifier, il faut tenir compte du facteur temps et de l'aspect bureaucratique. L'une des certifications que nous pouvons obtenir est l'indication géographique. L'indication géographique permet d'identifier un produit dans sa zone de production. Ces zones présentent des caractéristiques typiques, historiques et paysagères. Elles indiquent un produit sur la base d'un cahier des charges que le producteur doit respecter sous peine d'exclusion de la certification. Ils permettent d'indiquer que son produit appartient à une zone de production typique. Cependant, ces cahiers des charges ne visent donc pas toujours la durabilité et ne permettent pas à l'agriculteur de faire les choix de gestion nécessaires. Un problème majeur, par exemple, est la limitation de l'irrigation dans le cahier des charges de certaines mentions, qui, à la lumière du changement climatique et des sécheresses prolongées, comme nous l'avons connu ces dernières années, peut conduire à une baisse de production très impactante pour le producteur. Nous disposons également de certifications environnementales telles que la norme ISO I14001 qui nous permet d'obtenir une certification de durabilité environnementale et de réduction de l'impact de notre production sur l'environnement. Le fait de faire partie de la production ISO signifie que nous sommes soumis aux limitations mentionnées ci-dessus. Des limitations qui, dans ce cas, devraient réduire de manière significative les impacts de notre production. D'autres types de certifications peuvent être des certifications de production équitable, c'est-à-dire sans exploitation des travailleurs. L'appartenance à des associations de producteurs, comme les vignerons indépendants, peut être importante pour créer une communauté autour du produit et partager des expériences et des systèmes de production. Les certifications de vins sociaux, c'est-à-dire une production qui a également un objectif social, comme les vignobles qui emploient des personnes vulnérables.
Un élément du marketing qui est présent, mais qui n'a pas été abordé depuis le début de cette présentation, est celui de la qualité. La qualité est fondamentale, car un produit peut être durable ou technologique, mais s'il n'est pas qualitatif, il n'aura pas de succès. La qualité est une question de perspective. Il n'existe pas de définition unique de la qualité, et deux personnes ne peuvent pas percevoir la même qualité, car la qualité peut être fondamentalement subjective. Il existe deux types de qualité, la qualité définie par des normes légales et la qualité définie par le client. Alors que la qualité définie par des normes légales peut être obtenue en suivant une certaine norme, la qualité définie par le client est beaucoup plus complexe. Pour définir des normes de qualité pour notre produit, nous devons savoir ce qu'est la qualité en général. Comme indiqué plus haut, il n'existe pas de définition unique, il existe de nombreux types de qualités différents. On peut principalement distinguer la qualité perçue par le client et la qualité établie par le fabricant. Le client perçoit la qualité attendue, c'est-à-dire ce qu'il espère obtenir de la consommation d'un produit, et celle perçue après que le client a consommé le produit. La qualité établie par l'entreprise se divise en qualité planifiée, c'est-à-dire celle qui est souhaitée, et en qualité réalisée, c'est-à-dire celle qui atteint finalement le client. Les acteurs et leurs qualités relatives interagissent les uns avec les autres dans un processus de modification et d'amélioration continue. Quelle était la qualité souhaitée par notre client? Quelle était la qualité qu'il attend? Là encore, nous revenons à la définition d'un type de client et évaluons ce que nous devons faire pour que notre processus de production atteigne ce type de qualité, les contrôles que nous devons effectuer pour que cette qualité soit atteinte. Voilà donc un système complexe de gestion de la qualité. Pour mieux gérer la qualité, il existe des outils, dont la gestion totale de la qualité, qui consiste en 6 points présentés sur la diapositive. Ces éléments doivent être pris en compte dans notre processus de production. Quels sont les contrôles possibles? Par exemple, dans le cas d'un produit que nous voulons de qualité supérieure et durable, nous pouvons utiliser l'outil ISO 14001, déjà mentionné. Nous pouvons utiliser l'outil d'analyse du cycle de vie, qui permet d'évaluer les éléments moins durables ou problématiques du processus que nous devons modifier pour obtenir une qualité supérieure. Nous pouvons utiliser le système d'analyse SWOT, qui nous permet d'analyser tous les éléments, à la fois les forces et les faiblesses externes et internes à notre production, qui peuvent ensuite être améliorés, éliminés, évités ou exploités, afin d'optimiser le processus et d'atteindre une qualité et une durabilité supérieures. La traçabilité sert à la fois le producteur et le consommateur. Une bonne traçabilité nous permet d'évaluer s'il existe des éléments critiques dans notre système. Tracer et suivre notre produit à tous les stades, de la production à la consommation, permet d'éviter les fraudes et les falsifications, de contrôler la qualité et l'efficacité de la chaîne de production et d'apporter une valeur ajoutée aux clients. La traçabilité est un élément extrêmement complexe, facilité par la technologie grâce à certains outils que nous verrons plus loin. Suivre chaque point de notre production, en particulier pour les productions complexes, où la partie vente ou même la partie production elle-même n'est pas confiée à une seule entité, rend les éléments d'organisation et de contrôle très compliqués. Par conséquent, la création d'une chaîne de traçabilité appropriée permet de réduire les risques. Il faut tenir compte du fait qu'il existe des éléments de traçabilité implicites de notre produit. Par exemple, un vin produit avec un certain type de vinification, avec certains types de cépages ou dans une zone spécifique, aura des caractéristiques organoleptiques, une teneur en alcool et en sucre, et d'autres éléments chimiques qui le caractériseront d'une manière presque univoque. Par exemple, un vin produit avec du cabernet franc aura des caractéristiques aromatiques typiques, comme le parfum de poivre, qui le rendront reconnaissable par rapport à un vin contenant du merlot. Un vin produit avec des systèmes effervescents aura certainement des caractéristiques organoleptiques différentes par rapport à un vin obtenu par un vieillissement prolongé en barrique. Il existe des outils qui peuvent être utilisés pour faciliter la traçabilité. L'un d'entre eux est, par exemple, l'identification par radiofréquence, qui n'est rien d'autre qu'une étiquette physique attachée au produit. Cette étiquette contient toutes les informations relatives à la chaîne de valeur. Ainsi, le producteur initial, le viticulteur, le transporteur, le détaillant, et ainsi de suite. Même si elles nécessitent un outil spécifique pour être lues, elles peuvent néanmoins apporter un élément de garantie au consommateur, car lorsqu'il voit la présence de cette étiquette, il sait qu'il peut lire des données qui lui permettront d'être sûr de ce qu'il consomme. Les informations contenues peuvent être par exemple la date de mise en bouteille, la date de transport, l'itinéraire que ce produit a pu emprunter,
le détaillant final, etc. De nouveaux outils sont en cours de développement et de normalisation dans le cadre de la traçabilité. L'un d'entre eux est le passeport numérique de produits, créé par l'Union européenne, qui permettra de créer un passeport numérique spécial pour chaque produit avec toutes les informations relatives au cycle de production du produit. Bien qu'il soit encore en phase de création, il permettrait au produit d'être commercialisé au sein de l'Union européenne avec des identifiants qui garantiraient la sécurité de la traçabilité et de la qualité des produits. Les éléments de production peuvent alors faire partie de la stratégie de marketing, mais comme mentionné ci-dessus, nous devons d'abord préférer l'élément de durabilité à l'élément de marketing. La bioéconomie et l'économie circulaire sont donc deux systèmes qui peuvent être utilisés pour optimiser notre processus de production, la qualité du produit final, mais aussi la durabilité de notre processus. La bioéconomie en particulier se définit comme un système de production dont l'objectif est davantage lié à l'utilisation de ressources primaires moins impactantes qu'à la réalisation d'un profit. La bioéconomie repose sur des systèmes biologiques, basés sur un élément de la biologie, tels que des plantes, des animaux ou des enzymes, qui peuvent ensuite être utilisés dans la production. L'économie circulaire, quant à elle, est un système qui permet de réutiliser les déchets dans le processus de production. La bioéconomie circulaire est donc un élément qui prend en compte ces deux types de production. Elle consiste à réintroduire dans le cycle les déchets de production du secteur vitivinicole, qui sont de nature biologique, afin de les réutiliser dans la production elle-même ou de créer un nouveau produit. Cela permet non seulement de réduire l'impact environnemental, car le processus de production est optimisé, mais aussi de créer de la valeur ajoutée dans le produit final, c'est-à-dire un produit qui a aussi de la valeur dans ses déchets. Par exemple, si nous allons tailler notre vignoble, nous avons des déchets de taille qu'il est toujours bon de gérer, car ils peuvent constituer un inoculum pour les pathogènes. Une utilisation potentielle de ces déchets est la production d'engrais ou de copeaux de bois, ainsi que de biogaz et de produits secondaires tels que le biochar et les distillats de bois. Dans ce dernier cas, une économie circulaire est créée en utilisant le biochar et le distillat de bois comme biostimulants pendant la croissance et la production du vignoble. Les éléments réglementaires de la production de vin sont gérés par l'Union européenne et sont ensuite adoptés par les différentes nations sous la forme de décrets-lois spécifiques. Il est important de les connaître. Voici quelques-unes des principales lois qui régissent à la production de vin, sa qualité et sa traçabilité. Ceci conclut notre exposé, et nous vous remercions de votre attention. Dans cette dernière diapositive, vous pouvez voir quelques références et lectures que nous recommandons afin que vous puissiez explorer davantage ces sujets et cette leçon. Bonne continuation!